Le comptoir en marbre étincelait sous les suspensions lumineuses tandis que Jared King versait un verre de MC Allen 18 ans d'âge. Au-delà de la fenêtre, les collines texanes ondulaient, parées des demeures opulentes qu'il avait amassées en les vendant. 35 personnes, fortunées et accomplies, mais profondément ignorantes de la vérité. Marla, sa magnifique épouse, glissait à travers la cuisine. Ils étaient mariés depuis 6 mois, et il restait aussi subjugué par elle qu'il l'avait été le jour de leur première rencontre dans ce supermarché, où elle travaillait comme vendeuse. « Chérie, ta mère appelle encore » fit remarquer Jared, observant le nom de Brenda illuminer le téléphone de Marla pour la 3e fois ce soir. « Elle veut probablement parler du gala de charité » répondit Marla sans lever les yeux, son accent traînant aussi épais que du miel mais dépourvu de chaleur. Jared scruta le visage de sa femme, les pommettes parfaites, le sourire étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. Un sentiment inquiétant le rongeait depuis des semaines. La façon dont elle se reculait lorsqu'il la touchait à l'improviste, son incapacité constante à initier l'intimité, les échanges de regards étranges entre elle et sa mère. En parlant de Brenda, elle réside dans notre maison d'hôte depuis 3 mois maintenant. Ne penses-tu pas qu'il est temps qu'elle trouve son propre logement? Le dos de Marla se raidit. Elle nous aide à nous adapter à la vie conjugale, Jared. Elle a traversé 2 divorces. Elle possède certaines connaissances. Quel genre de connaissances? Juste des connaissances sur les relations. La voix de Marla était maintenant tranchante. Pourquoi es-tu si hostile envers ma mère? Avant que Jared ne puisse répliquer, Brenda elle-même entra d'un pas vif par la porte de derrière sans frapper, une habitude qui commençait à l'agacer de plus en plus chaque jour. À 58 ans, elle se tenait avec la grâce prédatrice d'une femme qui avait appris à prospérer en manipulant les autres. Jared, mon chéri. La voix de Brenda dégoulinait de douceur synthétique. Je disais justement à Marla combien elle était chanceuse d'avoir attrapé un homme aussi prospère. Toutes les filles n'ont pas la chance de vivre dans un manoir avant 30 ans. La façon dont elle prononça l'attraper fit froid dans le dos à Jared, comme si Marla avait manœuvré pour le piéger. Je dois mettre à jour ton iPad, dit Jared à Marla, désespéré de détourner la conversation. La nouvelle application immobilière que je teste en version bêta doit se synchroniser sur tous nos appareils. Oh, cette vieille chose? Je ne l'utilise presque plus. Marla fit un geste de la main avec désinvolture, mais Jared surprit le regard furtif qu'elle échangea avec sa mère. Plus tard dans la soirée, seul dans son bureau, Jared connecta l'iPad de Marla à son ordinateur. Au début de la synchronisation, d'anciens fils de discussion apparurent, y compris certains qui avaient été archivés. Son doigt s'attarda sur une conversation entre Marla et Brenda datant de 8 mois, juste avant qu'il ne la demande en mariage. Ce qui lui ensuite brisa son monde. Brenda, tu n'es pas obligée de l'aimer, ma chérie. Ma fille, épouse-le et reste douce jusqu'à ce qu'on trouve le prochain coup. Il a cette nouvelle affaire de développement qui vaut 12 millions. Tu auras accès à tout. Marla. Il est ennuyeux à mourir, mais bon. Je peux faire semblant pendant un certain temps. Les 2000 que tu me verses mensuellement rendent la chose supportable. Brenda, c'est ma fille intelligente. Amuse-toi à côté si tu en as besoin. Ne te fais pas prendre, c'est tout. Ton mariage est ta source de revenus maintenant, Marla. Je travaille déjà là-dessus. Nick pose des questions sur les dates de voyage de Jared pour le travail. Brenda. Parfait. Les hommes riches sont tellement confiants quand ils pensent avoir trouvé la femme de leur rêve. Les mains de Jared tremblaient tandis qu'il faisait défiler des mois de messages. Chaque baiser, chaque je t'aime, chaque moment intime. Tout cela n'avait été qu'une représentation. Sa femme était rémunérée par sa propre mère pour rester mariée à lui tout en planifiant une infidélité depuis le tout début. Le verre de whisky glissa de ses doigts, se brisant contre le parquet. 3 jours s'écoulèrent avant que Jared puisse regarder Marla sans se sentir physiquement malade. Il installa discrètement des caméras de surveillance dans toute la maison, les positionnant de manière à filmer chaque pièce, à l'exception des salles de bain. Il lui restait encore un peu de dignité. Sa première découverte eut lieu mardi après-midi, alors qu'il était censé être à une présentation immobilière à Cedar Park. La caméra du salon filma Marla en train d'ouvrir la porte d'entrée à un homme que Jared ne reconnaissait pas. Grand, musclé, avec la démarche arrogante de quelqu'un qui avait la moitié de son âge. Nick, réalisa Jared, le coach sportif mentionné dans les messages. Il regarda sa femme conduire un autre homme à l'étage, dans leur chambre, sa main effleurant son bras avec une intimité qu'elle n'avait jamais montrée à son propre mari. Pendant les 2 heures suivantes,
Jared resta assis dans son Range Rover sur un parking de bureau, regardant son mariage se désintégrer en temps réel grâce à une application pour smartphone. Quand il rentra enfin à la maison, Marla était dans la cuisine et préparait le dîner. « Comment s'est passée ta journée, mon chéri ?» demanda-t-elle, se levant sur la pointe des pieds pour lui embrasser la joue. Productif réussit à articuler Jared, le goût de la bile dans la bouche. Proche. La propriété Henderson. Et toi? Oh, juste des corvées ennuyeuses. Ce soir-là, pendant que Marla prenait sa douche, Jared vérifia les caméras de la chambre. Le lit avait été défait et refait, mais ils avaient raté un détail. Le gant de musculation de Nick était tombé derrière la table de chevet. Une preuve tangible de la trahison de sa femme. Littéralement à portée de main de l'endroit où Jared dormait chaque nuit. Le lendemain matin apporta de nouvelles horreurs. Pendant que Marla était à son soi-disant cours de yoga, la surveillance de Jared capta une conversation téléphonique entre elle et Brenda dans la maison d'amis. Il commence à se méfier. La voix de Marla crépitait à travers le microphone caché. Il m'a demandé si tu comptais trouver ton propre logement. Ne panique pas, ma puce. Les hommes comme Jared ne veulent pas croire qu'ils ont été dupés. Son ego ne le laissera pas voir la vérité. Et s'il découvre pour Nick? Alors on passe au plan B. Des larmes, des excuses, on rejette la faute sur le sentiment d'être négligé. Les hommes riches adorent se sentir coupables. Ça les rend généreux dans les accords de divorce. En parlant de ça, ce contrat prénuptial que son avocat a rédigé n'a jamais été déposé, tu te souviens? Je m'en suis assuré. Si ça tourne mal, tu auras la moitié de tout, plus une pension alimentaire. Le sang de Jared se glaça. Même ses protections juridiques avaient été sabotées. Il passa le reste de la semaine à rassembler des preuves. Des photographies de Nick entrant et sortant de la maison, des relevés bancaires montrant les versements mensuels de Brenda à Marla. Des relevés téléphoniques prouvant leur coordination de la tromperie. Sa femme ne faisait pas qu'être infidèle. Elle était la pièce maîtresse d'une fraude élaborée et de longue haleine. Le vendredi soir, Jared fit son premier geste. Brenda, dit-il pendant le dîner, sa voix soigneusement maîtrisée, je réfléchissais à tout ce que tu as sacrifié pour nous aider à nous adapter à la vie conjugale. Tu mérites de vraies vacances. Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent d'un intérêt avide. Oh, Jared, c'est tellement attentionné, mais je ne pourrai jamais. J'insiste. Je t'ai déjà réservé une croisière de 7 jours en Méditerranée. Cabine de première classe, tous frais payés. Tu pars dimanche. Marla semblait sincèrement désorientée par la soudaine générosité de son mari envers sa mère, mais Brenda était déjà en train de dépenser mentalement l'argent. Eh bien, si tu es sûr. Le sourire de Brenda était prédateur. Marla peut se débrouiller sans moi pendant une semaine, n'est-ce pas, ma puce? Bien sûr, maman. Tandis que Jared regardait sa femme accepter l'absence de sa mère, il sentit la première étincelle de satisfaction qu'il avait ressentie depuis des semaines. La marionnettiste était sur le point de quitter le bâtiment, et il prévoyait de couper toutes les ficelles pendant son absence. Le départ de Brenda dimanche matin ressembla à une porte de prison qui s'ouvrait. Jared fit un signe d'adieu depuis l'allée, son bras autour de la taille de Marla dans une performance de bonheur conjugal tout en comptant intérieurement les heures avant de pouvoir commencer à démanteler leur conspiration. Lundi apporta la première phase de son plan. Utilisant un téléphone jetable et un faux compte de messagerie, Jared contacta la salle de sport de Nick avec une offre irrésistible. Une séance photo de mannequinat fitness pour une campagne de marketing immobilier de luxe. Lieu à déterminer. Rémunération de $5000 pour 4 heures de travail. Nick mordit à l'hameçon instantanément. Mardi, 3 heures de l'après-midi, lui dit Jared au téléphone, déguisant sa voix avec un léger accent. 1247 Copper Ridge Drive. C'est une maison témoin. Le décor parfait pour le style de vie fitness haut de gamme que nous commercialisons. Ça a l'air génial, mec. Je dois apporter différents équipements de sport? Viens juste toi. Nous fournirons tout le reste. Mardi après-midi, Jared arriva à la maison témoin, une propriété d'exposition tentaculaire de 740 mètres carrés qu'il avait utilisée pour divertir ses clients. 2 heures à l'avance, il désactiva le système de sécurité principal mais laissa les caméras de secours en marche. Ce qui allait se passer devait être enregistré, mais il ne pouvait pas prendre le risque que les images soient automatiquement téléchargées sur le cloud. À exactement 15 heures,
le pick-up surélevé de Nick s'engagea dans l'allée circulaire. Jared regarda depuis une fenêtre à l'étage l'amant de sa femme se pavaner vers la porte d'entrée, des sacs de sport sur l'épaule, s'attendant à de l'argent facile et prévoyant probablement de se vanter auprès de Marla de sa bonne fortune. La sonnerie de la porte d'entrée résonna dans la maison vide comme une cloche funèbre. « Vous devez être Nick, » dit Jared, ouvrant la porte avec son sourire le plus professionnel. « Je suis le photographe. »« Entrez, entrez. » Nick entra dans le hall d'entrée, les yeux immédiatement attirés par les plafonds vertigineux et le lustre en cristal. « Putain, cet endroit est malade. Votre client a vraiment du fric. »« Oh, il en a, en effet. » Jared ferma la porte derrière Nick, le bruit du verrou qui se refermait étant anormalement fort dans le silence. Il a aussi de sérieux problèmes avec les gens qui prennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Quelque chose dans le ton de Jared fit vaciller le sourire de Nick. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Je veux dire que vous baisez ma femme dans mon lit depuis 3 mois. » La couleur quitta le visage de Nick tandis que la reconnaissance se faisait jour. Il fit un pas en arrière, son sac de sport glissant de son épaule pour s'écraser avec un bruit sourd sur le sol en marbre. « Écoute, mec, je peux expliquer. » Inutile. La voix de Jared demeurait étrangement calme. « J'ai des vidéos, des photos, des SMS. Je sais exactement ce que tu as fait avec Marla pendant que je suis au travail à payer la maison que tu as violée. » Les yeux de Nick se dirigèrent vers la porte, évaluant les distances. « Écoute, elle a dit que vous aviez un arrangement. Elle a dit que ça ne te dérangeait pas. Elle a menti. » Jared fit un pas de plus. « Comme elle me ment depuis le jour de notre rencontre. » Cependant, la réalité est la suivante, Nick, tu n'es pas le problème fondamental. Tu ne représentes qu'un symptôme, une maladie, et les maladies doivent être éradiquées. Le physique athlétique du jeune homme s'avéra insignifiant face à la froide indignation de Jared et à ses 15 années d'entraînement physique discipliné. Alors que Nick commençait enfin son mouvement vers la porte, Jared se tenait prêt. L'altercation fut brutale mais concise. Le premier coup de Nick partit loin, sa peur minant sa coordination. Jared saisit son poignet, le tordit violemment, et propulsa son genou dans le plexus solaire de Nick. Alors que le coach sportif se pliait en deux, cherchant désespérément de l'air, Jared saisit l'arrière de sa tête et fracassa son visage contre la console en marbre de l'entrée. Un fluide rouge éclaboussa la pierre d'albâtre, ressemblant à une œuvre d'art abstraite. « Tu te croyais si malin » souffla Jared, dominant la forme gémissante de Nick. « Tu as cru avoir trouvé la femme d'un homme riche qui subventionnerait tes plaisirs. Mais tu n'étais qu'un divertissement, une distraction pendant que son véritable objectif visait mes comptes financiers. » Il traîna Nick vers le centre du salon, s'assurant que les appareils de surveillance captureraient tous les angles. « S'il vous plaît, monsieur » haleta Nick à travers des lèvres lacérées. « J'ignorais qu'elle vous manipulait, vous aussi. Elle m'a dit que vous étiez séparés, que la dissolution du mariage était déjà. » Le poing de Jared percuta violemment la mâchoire de Nick, brisant sa tête sur le côté. Encore des mensonges. Chaque facette de cette liaison a été mensongère. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Jared démantela méthodiquement la confiance en soi, la fierté et la volonté de résister de Nick. Chaque coup violent incarnait des mois d'infidélité, chaque coup de pied exprimait la fureur d'un homme qui avait découvert que tout son mariage n'était qu'une représentation théâtrale. À la fin, Nick gisait recroquevillé sur le tapis perçant, son coûteux survêtement de sport déchiré et souillé, gémissant comme un animal battu. « Voici le cours imminent des événements » articula Jared, accroupi à côté de lui. « Tu vas disparaître de l'existence de Marla. Pas de communication téléphonique, pas de SMS, pas de rencontres fortuites dans des cafés. Si je t'aperçois à moins de 80 km de ma femme, ce passage à tabac te semblera être un doux massage par rapport à ce qui suivra. » Compris, compris, je comprends. Je n'ai pas terminé. La voix de Jared se réduisit à un murmure étouffé. De plus, je vais démanteler ton entreprise. Ces inspecteurs sanitaires d'État qui ont l'intention d'examiner de près les règles de sécurité de ton gymnase, ils recevront une communication anonyme concernant la distribution de stéroïdes et l'équipement dangereux. Ta compagnie d'assurance recevra certaines photos intrigantes de toi, disons, compromettant une cliente mariée dans sa résidence. Ton propriétaire recevra une notification concernant les nuisances et les détériorations matérielles que tu as causées. Les yeux de Nick s'écarquillèrent de terreur pure. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon gagne-pain. Tu aurais dû y penser avant de décider de construire une carrière fondée sur la dissolution des mariages.
Jared se releva, ajustant les poignets de sa chemise comme s'il venait de conclure un contrat commercial. Oh, et Nick, si tu envisages même de prévenir Marla au sujet de notre conversation, je diffuserai la vidéo de la chambre à coucher à tous les individus de ton répertoire. Ta famille, tes connaissances, tes autres clients. Ils auront tous l'occasion de voir la nature d'homme que tu incarnes réellement. Jared abandonna Nick, ensanglanté sur le sol, et se dirigea vers son Range Rover sans un regard en arrière. La phase 2 de son plan stratégique était achevée. Maintenant, le moment opportun était venu de démanteler les véritables architectes de sa déloyauté. Dès le jeudi matin, Jared retint les services de 3 cabinets d'avocats distincts pour travailler sur son cas. Son avocate en divorce, Patricia Valdez, était spécialisée dans les dissolutions conjugales à valeur nette élevée impliquant la tromperie. Son équipe de litige civil construisait des dossiers pour complot, détresse émotionnelle et usurpation d'identité. Son avocat pénal passait méticuleusement en revue chaque élément en vue d'éventuelles poursuites. Il s'agit de l'un des systèmes de fraude au mariage les plus sophistiqués que j'ai jamais vus, déclara Patricia lors de leur conférence téléphonique. Votre épouse et sa figure maternelle n'ont pas simplement orchestré une opération de chasse aux fortunes. Elles ont mis en place une entreprise criminelle à plusieurs niveaux. Jared était assis dans son bureau du centre-ville, des feuilles de calcul financiers éparpillées sur la surface en acajou de son bureau. Quelles sont nos chances devant les tribunaux, sur la base des preuves que vous avez recueillies? Des preuves d'excellente qualité. Les textos à eux seuls prouvent la préméditation et une conspiration continue. Les relevés financiers illustrent un schéma de versement conditionné au maintien de cette association amoureuse frauduleuse. Et les films de surveillance? Patricia fit une pause. Disons simplement qu'aucun jury n'aura de compassion pour Madame King après avoir observé sa performance théâtrale avec son entraîneur personnel. Qu'en est-il des accusations criminelles? Fraude, conspiration, peut-être usurpation d'identité, en fonction des documents financiers qu'elle a signés en utilisant votre nom. Le bureau du procureur de district manifeste un intérêt considérable pour votre affaire. Cet après-midi-là, Jared reçut un appel téléphonique de son avocat civil, lui annonçant des nouvelles encore plus favorables. Nous avons retracé le parcours financier de Brenda, rapporta le représentant légal. Elle a déjà fait ça auparavant, 2 fois en Californie et en Floride. Elle a formé des filles à nouer des relations amoureuses frauduleuses avec des hommes fortunés. Dans les 2 cas, les hommes étaient trop mortifiés pour porter plainte, ce qui l'a obligé à déménager dans l'État suivant. Cependant, le Texas ne se montrera pas aussi conciliant. Quelles sont les implications pour notre affaire? Cela signifie que nous pouvons prouver qu'il s'agissait d'une entreprise professionnelle, et non d'une transgression d'opportunité. Des preuves de schéma, des témoignages factuels similaires. Le juge prononcera la peine maximale autorisée contre les 2. Vendredi soir, Jared finalisa ses derniers préparatifs. Il avait déjà déposé des ordonnances restrictives contre Marla et Brenda, qui devaient être signifiées samedi matin. Leur compte bancaire serait gelé en attendant la procédure civile. Le bail du logement des invités avait été résilié avec un préavis de 24 heures, ce qui était légal au Texas en cas de fraude. Alors qu'il relisait les documents une dernière fois, Marla entra dans son bureau, un verre de vin à la main. « Tu te consacres tellement à tes activités professionnelles ces derniers temps, remarqua-t-elle, s'installant dans le fauteuil placé en face de son bureau. J'ai l'impression que nous n'avons pas passé de moments privilégiés ensemble depuis que maman est partie en croisière. Jared fixa son épouse, l'examina attentivement peut-être pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité. L'appréhension feinte dans son intonation, la manière calculée dont elle croisait ses jambes. Le timing stratégique de son entrée. Alors qu'il manipulait des archives juridiques, même à cet instant, elle jouait un rôle. « Tu as raison », articula-t-il finalement. « Nous devrions incontestablement nous accorder plus de temps ensemble. En fait, je pense que demain sera une journée particulièrement instructive pour nous 2. Marla sourit, sans percevoir tout à fait la dureté dans son intonation. « J'ai hâte. » Alors qu'elle quittait le bureau, Jared se permit un sourire glacial. La performance théâtrale de son épouse était sur le point de recevoir son évaluation finale, et les arbitres ne feraient preuve d'aucune clémence. Samedi matin arriva, caractérisé par cette ambiance automnale fraîche qui faisait rayonner Austin, mais Jared ne le remarqua pas. Il ne voyait que la tension, dans l'attente que les mécanismes juridiques qu'il avait initiés commencent à écraser ses adversaires. À 9 heures du matin précise, les adjoints du shérif du comté de Travis frappèrent simultanément aux portes de la résidence principale et de la résidence des invités.
Jared observa depuis la fenêtre de sa chambre à l'étage que Brenda recevait des papiers sur le porche du logement des invités, sa peau méditerranéenne virant à un blanc cendré tandis qu'elle lisait l'ordonnance restrictive et les documents de la plainte civile. Dans la résidence principale, la réaction de Marla s'avéra encore plus satisfaisante. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, sa voix perçant de frayeur alors qu'elle faisait irruption dans le bureau de Jared. « Ils ont dit quelque chose concernant la fraude et la conspiration. Il doit y avoir une erreur. » Jared ne quitta pas son journal des yeux. « Aucune erreur, bien que je comprenne ta perplexité. Tu as vécu dans un fantasme pendant si longtemps, la réalité doit te sembler un choc. Je ne comprends pas le sujet de votre discours, Brenda. Tu n'es pas obligée de le vénérer, ma petite. Contente-toi de l'épouser et de rester agréable. Ta rémunération ? Les 2000 unités que tu me verses mensuellement rendent la chose supportable. » Jared récita les textos de mémoire, sa voix dénuée de toute émotion. « Dois-je continuer ? Ou avez-vous assimilé une quantité suffisante de votre propre verbiage pour comprendre l'impasse ?» Marla s'affaissa dans un fauteuil, son impeccable sang-froid finissant par se fissurer. « Jared, je t'en prie. Tu es une imposture, ta génitrice une criminelle, et ton amant Nick a compris hier que les actes ont des conséquences. » Jared finit par la regarder, ses yeux aussi froids que la pierre en hiver. « La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment j'ai pu être assez obtus pour me laisser prendre. » Nick ? Quel est le rapport avec Nick ? Comment sais-tu pour Nick ? Caméra de surveillance, archives financières, écoute téléphonique. Je suis au courant de tout, Marla. Chaque mensonge, chaque acte de déloyauté, chaque fois que tu l'as introduit dans notre lit conjugal pendant que je travaillais pour financer le train de vie que tu prétendais apprécier. Le masque de Marla tomba enfin, révélant complètement la prédatrice calculatrice qu'elle était. Parfait. Oui, tout a commencé comme une stratégie de maman. Mais j'aurais pu apprendre à t'aimer, Jared, si tu avais fait preuve d'un peu plus d'attention. D'un peu plus de quoi ? D'un peu plus de crédulité. D'un peu plus de quoi ? D'un peu plus de crédulité. D'une plus grande volonté de financer tes liaisons extra-conjugales. Jared se leva, la dominant de toute sa hauteur. Garde tes talents d'actrice pour le jury. Tu vas avoir besoin de toute la pratique possible. La porte d'entrée s'ouvrit en grand avec fracas, et Brenda fit irruption, telle une furie vengeresse. Les documents du tribunal étaient froissés dans son poing. Espèce d'ordure pleine de suffisance, hurla-t-elle à Jared. Tu crois être si malin avec tes avocats et tes richesses. Nous allons te démolir au tribunal. Nous allons prendre tout ce que tu possèdes. Non, Brenda, vous ne le ferez pas. La voix de Jared resta calme, mais ses yeux brûlaient d'une indignation contenue. Vous voyez, j'ai mené quelques enquêtes sur vous. Il se trouve que ce n'est pas votre premier coup. Sandra Martinez à Los Angeles, en 2018. Rebecca Chen à Miami, en 2020. Vous montez cette même arnaque depuis des années. Tu pousses ta fille à escroquer des hommes riches. Le visage de Brenda devint livide. Tu ne peux pas prouver, je peux tout prouver. Relevé bancaire, déposition de témoins, schéma récurrent. La brigade financière du FBI s'intéresse de près à votre entreprise multi-État. Jared se rapprocha, sa présence physique envahissant la pièce. Vous avez commis une erreur cruciale, Brenda. Vous avez succombé à la cupidité. Au lieu d'accepter un règlement rapide et de passer à autre chose, vous avez cherché à mettre en place une extorsion prolongée. Ce qui m'a donné le temps de tout découvrir. Nous allons déposer plainte contre vous pour, cria Marla, se levant d'un bond. Pourquoi faire ? Avoir enquêté sur les activités criminelles de mon propre mari ? Avoir protégé mes biens contre la fraude ? Jared éclata de rire, mais sans la moindre joie. Je vous en prie, déposez plainte, rétorqua Jared, un ton sarcastique dans la voix. Je serais ravi d'expliquer à un autre juge comment vous me délestez systématiquement de mon argent depuis des mois. Brenda attrapa le bras de Marla avec force. Viens, ma chérie, dit Brenda, sa voix empreinte d'une fausse nonchalance. Nous partons. Laissons ces avocats ostentatoires se battre avec nos avocats tout aussi ostentatoires. Jared déclara d'une voix calme mais ferme, l'ordonnance restrictive exige que vous restiez à une distance d'au moins 500 mètres de cette propriété. De plus, à partir d'aujourd'hui, toutes vos cartes de crédit sont invalidées, vos comptes bancaires sont bloqués et votre bail sur la dépendance est résilié.
Vous avez exactement 1 heure pour rassembler vos affaires personnelles avant que la sécurité ne vous escorte hors des lieux, continua Jared. Tu ne peux pas faire ça, s'écria Brenda, sa voix perçante. C'est notre maison. Non, Brenda, corrigea Jared, son ton inébranlable, c'est ma maison. Vous n'étiez que des invités qui ont abusé de leur séjour. Jared jeta un coup d'œil à sa Rolex. 59 minutes et le compte à rebours a commencé. Tandis que la mère et la fille rassemblaient précipitamment leurs affaires, Jared ressentit le premier sentiment de satisfaction authentique depuis des mois. La mascarade qu'elles avaient orchestrée touchait à sa fin, et elle comprenait enfin qu'il était le seul à avoir véritablement saisi les règles du jeu. 2 mois après leur expulsion, le palais de justice du comté de Travis était en effervescence. L'affaire King contre King et Brennan était devenue le divorce le plus commenté de la société austinoise. Les médias locaux l'avaient baptisé le procès du marionnettiste, et chaque siège dans la salle d'audience de la juge Catherine Morrison était occupé. Jared, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, était assis à la table du demandeur, flanqué de son impressionnante équipe juridique. De l'autre côté de l'allée, Marla et Brenda se tenaient blottis contre leurs propres représentants légaux. Le demandeur va maintenant présenter ses arguments d'ouverture, déclara la juge Morrison, sa voix résonnant dans toute la salle d'audience. Patricia Valdez, avec une grâce de prédatrice, se leva pour s'adresser à la cour. Votre honneur, commença-t-elle, cette affaire porte sur l'une des escroqueries matrimoniales les plus méticuleusement élaborées que ce comté ait jamais connues. Les défenderesses n'ont pas simplement trompé M. King. Elles ont orchestré une entreprise criminelle élaborée, conçue pour épuiser systématiquement sa richesse par une manipulation psychologique calculée et une tromperie préméditée. Elle fit un geste vers la table des preuves, où un éventail de téléphones, d'ordinateurs et de documents financiers était exposé, ressemblant aux pièces d'un musée de la trahison. Nous avons l'intention de démontrer que Brenda Brennan a orchestré une opération criminelle à l'échelle de plusieurs États, en coachant sa fille, Marla, pour cibler des hommes aisés à des fins d'exploitation financière. Nous présenterons des preuves documentées de paiements mensuels effectués pour assurer la participation continue de Marla à ce stratagème frauduleux. De plus, nous démontrerons que cette conspiration a intégré l'infidélité planifiée comme outil de contrôle psychologique. Un remous palpable parcourut la salle d'audience lorsque Patricia activa une télécommande, projetant des messages textes agrandis sur l'écran principal. « Tu n'as pas besoin d'avoir de l'affection pour lui, ma chère, lut Patricia à haute voix. Il suffit de l'épouser et de garder une attitude douce. Ton mariage est désormais ta source de revenus. » Ce ne sont pas les mots d'une mère attentionnée, affirma Patricia. Ce sont les directives d'un cerveau criminel à sa complice consentante. L'avocat de Marla, un jeune défenseur visiblement appréhensif nommé James Walsh, s'efforça de tirer le meilleur parti d'une affaire indéniablement difficile. Votre honneur, plaida-t-il, ma cliente a été victime de la manipulation insidieuse de sa mère. Brenda Brennan a psychologiquement contraint sa fille à cette situation malheureuse. Marla King est autant une victime que son mari. Cependant, au fur et à mesure que la présentation des preuves commençait, même Walsh sembla perdre espoir. Jared prit la barre, son attitude respirant le calme et la dignité, son témoignage précis et dévastateur. Je croyais avoir découvert une affection sincère, déclara-t-il, sa voix résonnant clairement dans toute la salle d'audience remplie à craquer. Au lieu de cela, j'ai réalisé que j'avais été sélectionné comme cible pour l'exploitation financière. L'infidélité de ma femme n'était pas la conséquence d'une affection déclinante, elle résultait plutôt de la directive de sa mère de maintenir des relations extra-conjugales comme composante intégrale de leur stratagème criminel. Patricia projeta des images de surveillance sur un grand écran, montrant Nick entrant et sortant de la maison pendant les heures de travail de Jared. Plusieurs jurés reculèrent visiblement. « Monsieur King, demanda Patricia, comment la découverte de cette trahison vous a-t-elle affecté émotionnellement ?» La mâchoire de Jared se crispa, révélant la profondeur de son angoisse. Je me suis senti violé d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible auparavant. Ma maison, mon lit, ma confiance, tout avait été contaminé par leur tromperie. J'en suis venu à la triste réalisation que chaque moment passé avec ma femme avait été une performance soigneusement orchestrée, conçue pour maintenir ma soumission pendant qu'elle me dépouillait systématiquement. Lorsque le contre-interrogatoire commença, l'avocat de Marla tenta de dépeindre Jared comme un individu contrôlant et vindicatif. N'est-il pas vrai, Monsieur King, contesta-t-il, que vous avez eu recours à la violence en découvrant la liaison de votre femme? J'ai défendu ma propriété et ma dignité, répondit Jared d'un ton égal, sa voix dépourvue d'émotion.
Lorsque j'ai confronté l'individu qui violait mon domicile, je n'ai rien fait de plus. Vous lui avez infligé de graves blessures, n'est-ce pas, insista Walsh. J'ai appréhendé un criminel en flagrant délit de commettre ces crimes, rétorqua Jared. Si cela fait de moi un violent, alors chaque propriétaire au Texas est également violent. La juge rejeta l'objection de Patricia, mais le mal était déjà fait. Jared était apparu comme justifié plutôt que vindicatif. Le témoignage de Brenda s'avéra être un désastre complet et total. Sous serment, elle tenta d'affirmer qu'elle s'était simplement efforcée d'aider sa fille à trouver le bonheur. Je souhaitais simplement que Marla atteigne la sécurité financière, affirma-t-elle, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. J'ai moi-même traversé des divorces difficiles et je suis parfaitement consciente de l'importance pour une femme de se protéger. Madame Brennan, demanda Patricia lors du contre-interrogatoire, vous avez témoigné que vous aidiez votre fille à trouver le bonheur. Cependant, selon vos propres messages textes, vous lui avez explicitement dit qu'elle n'avait pas besoin de nourrir d'affection pour Monsieur King. Comment conciliez-vous ces déclarations apparemment contradictoires? Je voulais simplement dire qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter dans des attachements émotionnels profonds, balbutia Brenda. Vous avez également témoigné au sujet de la protection financière de votre fille. Cependant, n'est-il pas vrai que vous lui versiez des paiements mensuels pour qu'elle reste mariée à mon client, insista Patricia. C'était simplement une aide aux dépenses du ménage, proposa Brenda, faiblement. 2000 $ par mois en espèces, conditionnés au maintien du mariage, constitue une aide aux dépenses du ménage, rétorqua Patricia, la voix empreinte d'incrédulité. Le récit de Brenda s'effondra sous l'examen, chaque réponse contredisant la précédente. Cependant, le témoignage de Marla constitua le moment le plus dramatique du procès. Prenant la barre dans une robe conservatrice, manifestement choisie pour susciter la sympathie, elle tenta de se dépeindre comme une victime de la manipulation de sa mère et de la négligence de son mari. Je n'ai jamais eu l'intention de causer du tort à Jared, sanglota-t-elle, des larmes coulant sur son visage. J'étais confuse et effrayée. Ma mère m'a convaincue que c'était la norme, que toutes les femmes mariées devaient assurer leur avenir de cette manière. Madame King, commença Patricia son contre-interrogatoire, sa voix inébranlable, vous avez témoigné que vous étiez confuse et effrayée, pourtant, vos messages textes révèlent que vous planifiez activement votre liaison avec Nick avant même votre jour de mariage. Étiez-vous également confuse à ce sujet? Ce n'est pas le sens que je voulais donner à ces messages, balbutia Marla. Vous avez écrit, et je cite, je suis déjà en train de m'en occuper. Nick a posé des questions sur l'emploi du temps des déplacements professionnels de Jared. Que entendiez-vous par en train de m'en occuper, insista Patricia. Le sang-froid de Marla se brisa. Je ne me souviens pas précisément, marmonna-t-elle. Vous ne vous souvenez pas avoir prévu d'avoir une relation adultère avec un autre homme que votre mari avant même de l'épouser, s'enquit Patricia, la voix incrédule. Ce n'était pas comme ça, insista faiblement Marla. Vous interprétez tout de travers. Madame King, votre mère vous versait elle des paiements mensuels pour rester mariée à Monsieur King, continua Patricia, implacable. Elle m'aidait à payer les dépenses, concéda Marla. Oui ou non? Vous versez elle de l'argent à condition que vous restiez marié, insista Patricia. Un long silence s'ensuivit. Oui, admit finalement Marla, sa voix à peine audible. Avez-vous eu des relations extra-conjugales avec Nick Martinez pendant que vous étiez marié à Monsieur King, poursuivit Patricia. Un autre silence suivit. Oui, murmura Marla. L'avez-vous fait dans le lit conjugal, au domicile de Monsieur King, pendant qu'il travaillait assidûment pour subvenir à vos besoins financiers, demanda Patricia. Marla s'effondra complètement. Oui, sanglota-t-elle. Mais je n'ai jamais eu l'intention que cela prenne de telles proportions. C'était censé être temporaire. Le tribunal éclata en un vacarme de halètements et de murmures. La juge Morrison rétablit l'ordre, mais le mal était fait. Marla venait de confesser sous serment chaque élément de la fraude. Le verdict de la juge Morrison fut rapide et impitoyable. En 30 ans passés sur le banc, déclara-t-elle, sa voix tranchant le silence du tribunal, j'ai rarement rencontré une tromperie aussi calculée et cruelle. Les accusés se sont engagés dans une conspiration criminelle sophistiquée qui transcende la simple infidélité, voire même le profit matériel. Elles ont fabriqué une identité frauduleuse, établi un faux lien émotionnel et systématiquement exploité la confiance du plaignant à des fins financières. Elle fixa son regard directement sur Brenda et Marla, qui semblèrent toutes deux rapetisser sous son regard acéré. Madame Brennan,
vous avez orchestré ce stratagème avec la précision calculatrice d'une criminelle chevronnée. Les preuves suggèrent que ce n'est pas votre première tentative de fraude matrimoniale, mais simplement la plus ambitieuse. Vous en subirez toutes les conséquences. La juge Morrison tourna son attention vers Marla. Madame King, vous n'étiez pas une victime dans cette conspiration. Vous étiez une participante volontaire et enthousiaste. Vos larmes de crocodile ne peuvent effacer des mois de tromperie préméditée. Le jugement financier fut dévastateur. 2 300 000 $ de dommages et intérêts compensatoires, 5 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs et la confiscation de tous les biens matrimoniaux. Brenda et Marla furent tenus solidairement responsables, ce qui signifie que l'une ou l'autre pouvait être contrainte de payer l'intégralité du jugement. De plus, le juge a prononcé des ordonnances d'éloignement permanentes et a renvoyé l'affaire au procureur de district pour des poursuites pénales. Ce tribunal ne tolérera pas la fraude systématique envers les citoyens du Texas, a conclu le juge Morrison. Les accusés serviront d'exemple à ceux qui envisageraient de se livrer à des stratagèmes similaires. À l'extérieur du palais de justice, les médias ont déferlé lorsque Jared est apparu avec son équipe juridique. Les caméras crépitaient sans cesse et les journalistes criaient des questions, mais il a gardé son calme. Justice a été rendue, a-t-il simplement déclaré. J'espère que cette affaire envoie un message clair, la fraude ne sera pas tolérée, aussi habilement qu'elle soit dissimulée. Marla et Brenda ont tenté d'échapper à la frénésie médiatique en sortant par une porte latérale, mais les photographes les ont malgré tout interceptés. Les images de Brenda cachant son visage de honte et de Marla sanglotant inconsolablement allaient dominer les cycles d'information d'Austin pendant des semaines. 6 mois après le procès, Jared se tenait dans sa maison rénovée, chaque vestige de la présence de Marla et Brenda méticuleusement effacé. De nouveaux meubles, une nouvelle peinture, de nouveaux souvenirs attendaient d'être créés avec quelqu'un qui méritait sa confiance. Son téléphone a vibré avec une mise à jour de son enquêteur privé. Brenda avait été appréhendée à Phoenix, alors qu'elle tentait de perpétrer la même escroquerie sur un dirigeant de casino. Cette fois, cependant, son casier judiciaire rendait sa condamnation pratiquement certaine. Elle risquait une peine de 5 à 10 ans de prison fédérale. Marla, malheureusement, avait connu un sort encore plus funeste. Incapable de satisfaire le jugement civil, le salaire de la femme était saisi pour le reste de ses jours. Elle avait déménagé dans sa ville natale dans l'est du Texas, où elle travaillait comme serveuse de nuit dans un restaurant routier, s'occupant des camionneurs. L'existence séduisante qu'elle avait cherché à dérober avait été remplacée par précisément le type de vie ardue qu'elle avait comploté d'éviter. Suite à l'enquête du service de santé, qui a mis en lumière une pléthore d'infractions, Nick avait perdu sa salle de sport, sa clientèle et sa réputation. Il était retourné à Dallas, où il travaillait maintenant dans le bâtiment et résidait dans un studio, dont le loyer mensuel dépassait ce qu'il gagnait auparavant en une semaine. Le jugement civil représentait plus qu'une simple rétribution, il incarnait la justice. Cependant, le véritable triomphe était bien plus simple. Jared, se versant un verre de vin, avait récupéré sa vie, son amour-propre et sa capacité à faire confiance à son propre jugement. Il avait été manipulé par des praticiennes chevronnées, mais il avait réagi avec un sang-froid professionnel. En fin de compte, la vérité s'était avérée plus puissante que la somme de leur fabrication. Son téléphone a sonné, Patricia Valdez appelait avec des informations concernant une proposition de contrat de livre. Des maisons d'édition manifestaient leur intérêt pour son récit comme une leçon sur les escroqueries relationnelles contemporaines. Considérez-le, l'a-t-elle exhorté. Votre épreuve pourrait aider d'autres personnes à identifier les signaux d'alerte. Jared contempla la proposition en observant le coucher de soleil texan baigner ses fenêtres de teinte dorée. Peut-être le moment était-il venu d'aider les autres à contourner le piège dans lequel il était tombé. Peut-être qu'un avantage pourrait se matérialiser de l'épisode le plus pénible de son existence. Planifier la réunion, a-t-il ordonné à Patricia. Cependant, j'ai une condition. Une partie des revenus doit être allouée à un fonds pour les victimes de fraude sentimentale. Les personnes qui ont enduré ce que j'ai enduré ne devraient pas être obligées de se battre isolément. Alors qu'il mettait fin à l'appel, Jared s'est permis un sourire authentique. Pour la première fois depuis plusieurs mois, bien qu'il ait été miné par des spécialistes, il s'était reconstruit, émergeant plus résilient et sagace.